Jeudi 1er novembre. J'appréhendais ce jour, la première fête de la Toussaint depuis la mort de papa. Mais l'oncle Jules a une bonne idée. Il a justement choisi cette date pour organiser le baptême de son petit Joseph. Du coup, nous avons laissé de côté notre tristesse et l'humeur générale était plutôt à la gaieté. De bon matin, tout endimanché, nous avons accompagné maman, Augustine et moi à la première messe. Pas question de traîner. Jules nous avait bien prévenus. Au 11 coups, je serai devant chez vous avec ma carriole. Il y a un bon bout de chemin à faire jusqu'à Clamart. Alors soyez prêts. À la sortie de l'église, nous avons filé au cimetière de la rue Saint-Charles. Dans le silence, nous n'entendions que le bruit de nos souliers crissant sur le gravier des allées. Je connaissais par cœur l'emplacement de la tombe, mais je ne l'avais pas encore vue installée de cette façon. Le monticule de terre fraîchement remué, la petite chaîne argentée qui court autour, et la croix noire où est inscrit en lettres blanches bien formées Jean Dufresne, 1850-1888. Maman s'est mise à sangloter en enterrant le pot de chrysanthème violet qu'elle venait d'acheter au marchand à l'entrée du cimetière. Et moi, j'avais une grosse boule au fond de la gorge. Plus je fixais la croix, et moins j'arrivais à me dire que cette personne, dont l'existence se résumait à quelques lettres et quelques chiffres, était mon père. Toi, cher papa, si vivant dans mes pensées, est-il possible que tu sois là, enseveli sous cette terre ? Maman nous a pris chacun une main, et nous avons regagné ainsi la maison, serrée contre elle. Au début, elle nous écrasait presque les doigts, tant elle avait du mal à contenir son émotion. Mais plus nous marchions, plus elle relâchait sa prise et ralentissait son allure. Peu à peu, elle se détendait, et moi aussi. Lorsque la carriole de Jules est arrivée pour nous ramener, notre masque de tristesse était tombé. Marguerite tenait contre sa poitrine une masse emmitouflée dans des couches de couverture. Nous nous sommes glissés à ses côtés comme nous avons pu, au milieu d'un énorme fatras de sacs. Le bébé dormait paisiblement, et rien ne semblait le déranger. Il reprenait peut-être des forces pour l'église, car là, il s'en est donné à cœur joie, et a tant hurlé qu'il a même réussi à couvrir la voix du curé. Marguerite s'évertuait à le calmer, mais rien n'y a fait. Quand je l'ai pris pour le pencher au-dessus des fonds baptismaux, puisque j'ai été choisi pour être le parrain de Joseph, il s'est arrêté net, et tout le monde a été soulagé. Les parents de Marguerite avaient préparé un grand festin. Parents, amis, voisins se sont serrés autour de la grande table qui prenait toute la longueur du rez-de-chaussée de leur maison. Un peu gênée, je me suis assis, comme on me l'avait demandé, à la place d'honneur, la marraine et la sœur de Marguerite face à moi. Les yeux de maman étaient remplis de fierté. Dans un lent défilé, accompagné d'un concert d'acclamations, les plats se sont succédés. Je me suis vite sentie repue, et je voyais bien que l'assemblée s'échauffait à mesure que les verres se remplissaient et se vidaient. À la fin du banquet, Marguerite nous a entraînés dans le grand potager à l'arrière de la maison. Je n'étais pas mécontent de me dégourdir les jambes. Choux, navets, poireaux, carottes poussent en rang serré dans un champ à perte de vue. Ils sont vendus aux halles chaque matin, car les parents de ma tante sont marchands de légumes. Nous sommes rentrés à la nuit tombante, heureux d'avoir passé ce bon moment en famille. Bercée par le roulis de la carriole, Augustine s'est endormie contre l'épaule de maman. Le petit Joseph, que sa mère m'avait confié, était blotti dans mes bras. Il sommeillait en esquissant des sourires. Et moi, j'étais le plus heureux des parents. Dimanche 11 novembre. Il y a tellement de changements sur le chantier depuis quelque temps que je ne sais plus quoi penser. Pendant quelques jours, on me demande d'être terrassier, après de faire le manœuvre à l'usine de Levallois, et ensuite de rejoindre l'équipe d'Antoine. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, les chefs, à me faire naviguer comme ça ? Me brimer ? Me mettre à l'épreuve pour savoir ce que j'ai vraiment dans le ventre ? Mes compagnons m'envient. Ils prennent tous ces changements pour de l'avancement. Ne fais pas cette tête-là. Au moins, toi, tu voyages, m'a dit Alphonse. Au pied du pilier nord, tu n'as pas la même vue qu'ici. Tu es face à d'autres paysages. Et pour aller à Levallois,
Tu traverses tout l'ouest de Paris. Sans compter qu'à l'usine, là-bas, ça doit être la campagne. Alors, de quoi te plains-tu » J'ai bien regardé Alphonse pendant qu'il parlait, histoire de vérifier qu'il ne se fichait pas de moi, lui, le rigolard de l'équipe. Eh bien non. Pour une fois, il n'avait pas l'air de plaisanter. Ce qui est sûr, c'est que tout ça me rend nerveux. Ne pas savoir le matin ce que je vais faire, avec quelle équipe je vais passer la journée, me coupe les bras et m'agace. Je me revois comme au premier jour, seul et débutant, toisé par des ouvriers inconnus, attendant de voir ce que je vaux. Et puis, il y a les flatteries des chefs, pareil aux caresses qu'on fait sur la croupe d'un cheval pour le faire avancer. « J'ai besoin d'un grand gaillard comme toi au terrassement », m'a annoncé un matin monsieur compagnon tout sourire. On a commencé à creuser le premier local pour loger la machinerie des ascenseurs. Les gars t'attendent au pied du pilier nord de la tour. Montre-leur de quoi tu es capable. De la force, tu en as à revendre. Le dos courbé, arc-bouté sur ma pelle, je me suis appliqué à bien faire. Le soir, les mains en feu, je me suis demandé si j'avais gagné au change. Mais ça n'est pas tout. Le lendemain, le chef d'équipe, Étienne Coupeau, est venu vers moi, flanqué de 2 apprentis. Voilà de jeunes terrassiers qui viennent à partir d'aujourd'hui nous prêter main forte. Tu leur montreras le travail et tu leur parleras des règles du chantier. Débrouille-toi avec eux. Ils ont le même âge que toi. Je te les confie. J'aurais pu être très fière. Moi, le débutant d'hier, être chargé de l'apprentissage de ces gars, je ne pouvais qu'en tirer orgueil ou contentement. Eh bien non. Plutôt de l'embarras, de la gêne, un certain trouble. Pourquoi s'en remettre à moi, petit manœuvre sans expérience? Que cherche-t-on? À me flatter? À me mettre à l'épreuve? J'ai beau tourner ces questions dans ma tête, je ne sais plus où j'en suis. Même sensation bizarre à l'usine Eiffel de Levallois, où je me suis rendue l'autre jour. Juste avant de me faire sauter dans une charrette qui y retournait, Étienne Couteau m'a désigné pour aller là-bas. Il paraît qu'on manque de bras pour charger le matériel sans perdre la cadence. On te dira combien de jours on a besoin de toi. Vois Jean-Jean et dis-lui que tu viens de ma part, a-t-il crié, alors que le charretier menait déjà bon train. Sur le chemin, brinque-ballé de tous côtés, je n'ai rien regardé, trop occupé à m'agripper au montant et surtout à ruminer. On me confiait soi-disant des apprentis et hop, le jour d'après, on m'envoyait ailleurs. Est-ce que j'étais devenue la tête de turc de Coupeau? Pourquoi moi et pas un autre? Jeudi 15 novembre. On est passé à l'horaire d'hiver. 9 heures de travail par jour au lieu de 12, ça a du bon. Le soir, je peux grimper jusqu'ici et écrire quelques lignes à la lueur de la lampe à pétrole que maman me permet de prendre. À condition, évidemment, que je la rapporte. Mais les journées plus courtes ont aussi leurs inconvénients, et je ne l'ai pas vu tout de suite. 3 heures de travail en moins par jour. Calcule combien cela fait sur ta quinzaine, mon petit, m'a-t-elle fait remarquer en me regardant sautiller dans la boutique. C'est vrai. Elle est concernée, elle aussi, vu que je lui donne ma paie. Ton manque à gagner, tu pourras peut-être le trouver ailleurs, a-t-elle ajouté après un moment de silence. Là encore, elle m'a pris de court. Moi qui me voyais déjà gratter des cahiers entiers, ici, bien tranquille. Elle a attendu que je réponde. Mais comme je restais silencieux, elle a esquissé un sourire. Je me suis dit qu'elle avait déjà une idée en tête. Alors, attendons. Pour l'instant, il y a mon travail, et c'est à cela que je voulais en venir. Depuis plusieurs jours, je passe une partie de la journée à l'usine, à servir de manœuvre, garçon de course, commis, selon les besoins et le bon vouloir de ce chef, le dénommé Jean-Jean. Un tout autre genre comparé à Antoine, et même à Étienne Coupeau. Il est aussi autoritaire qu'eux, mais possède en plus une aisance et une simplicité qui forcent le respect de tous. Il règne en maître ici, du moins dans les entrepôts. C'est comme un chef de gare. Il supervise et ordonne les mouvements de ses équipes et du matériel. Pas question de discuter, et encore moins de se tromper. À coups de sifflet, il donne l'ordre de rassembler par numéro les pièces de la tour fabriquées ici, puis de les hisser dans les charrettes en partance pour le champ de Mars. Ces coups de sifflet rythment le travail. Les gars y sont tellement habitués qu'ils donnent l'impression de ne plus les entendre. Dans ce brouhaha,
Moi, le nouveau, je n'ai eu au début qu'une idée en tête, me fondre dans la masse, exécuter les ordres et faire les mêmes gestes que les autres. Pourtant, Jean-Jean m'a vite repéré. Apparemment, venir de la part d'Étienne Coupeau est un bon point pour moi. Après avoir fait de la manutention pendant quelques jours, je suis devenu un homme volant. Eh oui, celui qui arpente les bureaux et les ateliers des établissements Eiffel pour exécuter de menues tâches. Rapporter les pièces mal numérotées, livrer des plans, transporter les gabarits d'un point à l'autre. Ça n'a l'air de rien, mais c'est presque aussi fatigant que de porter des barres de fer. Cette fois, c'est la tête qui travaille. Savoir se repérer, organiser son circuit à travers l'usine pour être le plus efficace possible, aller vers les bonnes personnes. Par demi-journée, Jean-Jean dresse la liste des courses que je dois faire. S'y ajoutent toutes celles qui arrivent au dernier moment. Là, cette fois, je ne me plains pas. Je fais mon travail en apprenant beaucoup, sur la tour et, de façon générale, sur les étapes de fabrication des ouvrages en fer de M. Eiffel. Quelle organisation! J'en suis stupéfait. Un peu à l'écart se trouvent les bureaux d'études. C'est là que naissent les tours, les ponts, les viaducs, sous le crayon des dessinateurs. Ils sont une armée ici, en manchons de cuir, penchés sur leurs planches, concevant toutes sortes de figures qui passeront ensuite en fabrication. Ambiance studieuse, comme dans les salles de classe. Pas un bruit. Seulement le frôlement des règles et les grattements sur le papier. La tour, m'a expliqué Jean-Jean pendant la visite, a été dessinée ici. Une mission gigantesque à la mesure de l'édifice. 1700 croquis d'ensemble, détaillés ensuite en 3729, je me souviens du nombre, où sont représentées plus de 18 000 pièces différentes. Monsieur Pluot, le directeur à qui je remets régulièrement toutes sortes de papiers, lève à peine un sourcil. Un merci esquissé du bout des lèvres, et je repars sur la pointe des pieds. En bas, dans les grands entrepôts, c'est un autre monde. Bruit infernal des machines-outils en action, éclat de voix des ouvriers qui s'interpellent, fracas des barres de fer que l'on pose à terre. Ce vacarme m'effraie à chaque fois. À la recherche de M. Barral, celui à qui je dois livrer des croquis, j'observe les gestes sûrs et précis des hommes postés derrière leurs machines. Elles sont capables de tout. Battre le métal, le raboter, le couper, aussi facilement que si c'était du beurre. J'en reste bouche bée. Alors, petit, ça t'intéresse ? La grosse voix du contremaître m'a fait sursauter. Sans me laisser le temps de répondre, il a enchaîné aussitôt en se rapprochant de moi. Le plus délicat, vois-tu, ce sont les trous à percer. Si leur taille et leur position ne correspondent pas exactement aux indications du dessin, au 10e de millimètre près, il a aussi la voix, pas de montage, pas d'assemblage possible. Alors c'est un vrai travail d'orfèvre qu'on nous demande là. Et comme j'ouvrais de grands yeux, il a continué. Chaque trou qui recevra un rivet au moment du montage doit se combiner avec celui d'une autre pièce. S'il n'y a pas d'erreur, alors la construction de la tour ou d'un pont devient un jeu d'enfant. Il n'y a plus qu'à boulonner. On assemble les barres métalliques les unes avec les autres, et les constructions prennent forme comme par miracle. C'est cette précision et la facilité d'exécution qui font la réputation de notre établissement. J'aurais pu rester encore longtemps à écouter cet homme. Il était intarissable. Mais il fallait que je remette les croquis que je serrais sous mon bras depuis un bon moment et que je retrouve Jean-Jean, qui devait s'impatienter. Le soir, en rentrant à pied chez moi, j'ai réfléchi à tout ce qu'on m'avait expliqué. À présent, je comprenais mieux comment la tour avait été pensée, conçue, et comment elle s'élevait. Un chef-d'œuvre de précision, une organisation sans accroc, une merveille d'efficacité. Eiffel, notre patron, est vraiment un ingénieur d'une audace et d'un génie hors du commun. Vendredi 16 novembre. Ce soir, il ne me reste plus beaucoup de temps pour écrire avant d'aller me coucher. Moi qui pensais raconter encore mes journées à Levallois, eh bien, c'est raté. En montant ici vers 7 heures, j'ai entendu derrière moi des pas précipités. Maman venait me demander de l'aide car il y avait du rififi dans la boutique. Tout le quartier était ameuté. Les curieux se pressaient derrière la devanture. Ce n'était plus que cris et insultes.
Le visage de ma mère était blanc de colère et de honte. Je n'avais jamais vu de près des femmes se battre, mais cette fois, je crois avoir été servie. Madame Boucle, la plus grande vipère du 15e arrondissement, avait plaqué au sol son ennemie, la grande Clémence, l'employée de la crèmerie située à 2 pas d'ici. Elle redoublait de coups de pied, déchirait ses vêtements en crachant des jurons à peine compréhensibles, comme si elle avait été possédée par le diable. Quel spectacle! Madeleine, notre employée, se cachait derrière les robes suspendues à des tringles, terrorisée. Maman, penchée sur les combattantes, tentait de les séparer. Quant aux curieux, avides d'attraction, ils s'agglutinaient en grappe dans le magasin, où l'on pouvait à peine respirer. Il a fallu un certain temps pour que cette furie de Boucle lâche sa proie. Heureusement qu'il me restait un peu de force pour lui saisir les jambes, la faire rouler sur le côté et la contraindre à ne plus bouger. Clémence s'est relevée lentement. Elle n'était pas belle à voir. Sa longue chevelure noire en bataille, la lèvre en sang et de tristes oripeaux à la place de ses habits, tout déchirés. Quand la boutique a été enfin vide, maman m'a raconté comment le ton était monté entre les 2 mégères. L'une comme l'autre ne vaut pas bien cher, à propos d'une histoire de commérage. Là-dessus, la charcutière, Madame Le Cerf, a surgi de la rue, brûlant de connaître dans le détail la scène de la dispute. Je l'ai raccompagnée aussitôt à la porte, avec gentillesse et fermeté. Maman a poussé un long soupir de soulagement. Puis un large sourire a illuminé son visage. J'étais content de lui être venu en aide et fière aussi d'avoir agi avec autorité. En me regardant, admirative, elle a murmuré « Quel costaud tu fais maintenant !» Elle ne pouvait pas me faire plus beau compliment. Dimanche 25 novembre. Il ne fait pas très chaud dans ce grenier pour écrire quelques lignes aujourd'hui. Brrr, brrr. Peu importe. Ma tête bouillonne, d'impatience et d'excitation. J'ai tellement à dire que je ne risque pas de me transformer en glaçon. Par où commencer ? D'abord, par la forge du père Brun. C'est là que je me rends depuis 1 semaine, tous les soirs, en sortant du travail, pour compléter ma paix et apprendre le métier de forgeron. Ce n'est pas si bête, a déclaré maman triomphante, après avoir parlé avec le forgeron. Non seulement tu gagnes un peu plus de sous pour arrondir ta quinzaine, mais en plus, tu es formé à un travail. Cela pourra peut-être te servir quand la tour sera construite. Songe-y. J'ai pincé les lèvres en me disant que, bien sûr, cela arrivera un jour ou l'autre. Que la tour serait achevée, à un moment, inévitablement. Et quand ma mère a une idée en tête, elle n'en démord pas. Et c'est presque impossible d'en discuter. Mais ce qui me frappe, c'est son esprit de prévoyance, sa capacité à envisager l'avenir, à toujours s'y projeter, avant tout le monde. Jamais je n'avais pensé à la fin du chantier. Et, brusquement, cette idée m'a troublée. Moi qui vis de si près l'édification de la tour, comment imaginer qu'un beau jour, cette belle entreprise va s'arrêter ? Rien que d'y penser, ça me fait froid dans le dos. Bon. Pour revenir à mon travail du soir, il faut admettre que ce n'est pas si désagréable. Dans la forge qui est située en face de chez moi, je manie le gros soufflet. J'apprends à taper avec des marteaux lourds de plusieurs kilos en suivant les conseils du vieux forgeron. Le père Brun est un peu dur d'oreille. Il est aussi un peu ralenti, mais sa gentillesse emporte tout. Et puis, dans sa forge, il fait très chaud. Vraiment très chaud. Quel bonheur de m'y retrouver, de sentir mes joues brûlantes après avoir passé toute la journée sous la pluie ou dans le vent glacial. Mais la vraie nouvelle, c'est que, depuis 3 jours, je suis à nouveau manœuvre au champ de Mars. Fini l'usine de Levallois et mon travail de facteur. En tout cas, pour le moment. Au moins là-bas, j'étais au sec. Jean-Jean m'avait pris sous son aile et je furetais toute la journée entre l'entrepôt et les bureaux. Ça m'allait rudement bien. Un soir, à la débauche, mon chef a mis la main sur mon épaule. À son regard, j'ai tout de suite compris. On aura encore besoin de toi ici, c'est sûr. Mais en attendant, c'est au champ de Mars que tu seras le plus utile. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine, même si je m'y attendais un peu. Et me revoilà, au pied de la tour, comme au premier jour.
en compagnie de ce cher Antoine Lepeu et de son équipe. Eugène, Alphonse, Émile, Auguste. Pas un seul ne manque. Ces grands gaillards m'ont fait une vraie fête, avec de bruyants éclats de rire et des claques dans le dos. Mais presque aussitôt m'est venue une impression étrange. J'étais content de les retrouver, et à la fois surpris par la distance qui me séparait d'eux. Ils continuaient à répéter les mêmes gestes, les mêmes plaisanteries aussi, le même train-train en somme. Pour eux, rien n'avait changé. Rien ou presque ne s'était passé, alors que j'avais vu et fait des choses aussi différentes depuis que je les avais quittés. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est la progression de la tour. Incroyable ce qu'elle avait grandi en 3 semaines, comme si elle avait fait un bond vers le ciel. Au-dessus de la 2e plateforme, le fût s'était élevé de plusieurs dizaines de mètres. Pareil à une immense volière en croisillon de fer, il part maintenant à l'assaut des nuages. Quelle allure! Jusqu'où va-t-il encore monter? C'est bien difficile à imaginer. Chez le marchand de vin, hier soir, j'ai vite ravalé mon enthousiasme à propos de la tour. En buvant une soupe chaude, je n'ai perçu que grogne et bougonnement chez les ramoneurs assis près de moi. Ils avaient l'air épuisés et très énervés en parlant des risques qu'ils prenaient à cause de la pluie, du vent et surtout du froid. La tour monte et tout le monde croit que notre travail est le même. Avec l'hiver qui arrive, à boulonner à 200 mètres de haut, ça va être de vraies acrobaties. Si on chute dans le vide, qui viendra à notre secours? Personne, et ce sera pour notre pomme. Ouais, a enchaîné Robillard. Je pense qu'il est bien le meneur du groupe d'ailleurs. Une augmentation de salaire serait la marque d'une reconnaissance. On n'a jamais construit aussi haut. Alors, ça nous donnerait un petit peu plus de courage. Quand je me suis levée, un gars du groupe s'est retourné vers moi et a mis son doigt sur la bouche. En somme, j'étais priée de ne rien répéter. Ces quelques phrases n'auguraient pas grand-chose de bon.